Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Nous présentons aujourd'hui le deuxième de deux sur la vertu de l'identité, toujours dans cette série sur l'éloge des vertus avec Denis Briquenet. Et qu'est-ce qui nous fait progresser? Le difficile. Parce que le difficile, c'est ce que je n'ai pas encore acquis. Le difficile, ça représente un obstacle pour moi, mais aussi en même temps un pas de plus pour s'approcher du centre. Pour cela que l'on peut parler de voie discipulaire. Parce que la voie discipulaire n'est pas on caresse ce qu'on sait faire. Du point de vue de la symbolique astrologique, c'est l'histoire de la queue et de la tête du dragon. Il y a des choses qui nous sont faciles. La tendance, c'est d'aller vers la facilité, surtout dans une société qui prône que le bonheur, c'est la jouissance. C'est éliminons les problèmes, éliminons les obstacles, éliminons les idées des preuves. Non, ça va, je suis arrivé, je suis bien, je me connais, ça va, c'est bon, je sais faire ça, je suis. Non, je ne suis pas. Parce que l'être est profond. Vous comprenez? Alors on est dans une société, parce qu'elle est une société de consommation, qui va favoriser nécessairement la facilité. Et tout le monde va chercher la facilité. Payer moins d'impôts, avoir plus de vacances, plus de pouvoir, plus de tout ce qui nous mène dans le confort. La voie qui conduit au cœur de soi-même n'est pas la voie bourgeoise. Quand j'entends bourgeois, c'est pas l'habitant du bourg. Pas du tout. C'est une voie d'aventure, c'est une voie de conquête de soi. Et ne faut pas s'attendre que, en partant à la découverte de nous-mêmes, on va trouver d'abord les anges. On ne va pas trouver les anges, on va trouver les petits démons. Il y en a plein. Donc ça veut dire qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que les traditions spirituelles qui nous parlent de la quête de nous-mêmes nous présentent ça comme une chevalerie. Vous savez, des chevalières et des chevaliers nous présentent ça comme des bâtisseurs, des compagnons. Il y a des gens qui bâtissent avec sens, avec vision, avec travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire de construire une société qui puisse être le miroir de cette humanité qu'on est en train de développer. Des villes qui soient le miroir de l'humanité qu'on est en train de vivre et qu'on cherche à faire rayonner. Des villes qui ne soient pas des métropoles qui ont comme objet de faciliter la circulation et de permettre à certaines entreprises de gagner de l'argent pour une minorité d'individus. Non, des villes miroirs du ciel, des villes miroirs de l'univers, comme ce que les mythologies, les traditions anciennes nous racontent. Nombril du monde, il y en a plein. Mais des villes qui ont toujours été présentées comme miroirs du ciel, c'est-à-dire comme une mystique, c'est-à-dire comme une vision qui ne se limite pas à la survie, mais qui s'intéresse à la vie, à l'épanouissement de l'être, l'épanouissement de l'être humanité, l'épanouissement de l'être humain, de chacun d'entre nous. Ça, c'est quelque chose qui vaut une militance. Mais pas une militance de braillard. Aller dans la rue et crier un monde nouveau et meilleur est bon, mais c'est basique. C'est fondamentalement basique. Il faut surtout se redresser les manches et puis se dire on va commencer à travailler pour ça. Et comment faire? Travaille sur toi-même. Puisque nous sommes, chacun d'entre nous, l'humanité. Et si on a bien saisi, devient le changement que tu veux voir dans le monde, écoutez, nous sommes déjà libres de le faire, individuellement et collectivement, et insuffler tout ça dans la culture moderne, dans la civilisation moderne. C'est-à-dire être des porte-paroles réels par rapport à ça. Le difficile, ce qui m'est difficile, représente le chemin pour mon avenir, le chemin de mon avenir. On se comprend. On est en train de parler de conscience. On est en train de parler plus de psychologie que de corps physique. C'est sûr que peut-être ça vous est difficile de sauter en parachute, ou bien des exercices ou des actions physiques qui nous sont pas difficiles, impossibles. C'est pas ça dont on parle. On parle au niveau de l'être humain. Si je me suis défini comme être humain, corps, âme et esprit, qu'est-ce qui m'est difficile? Et c'est cela qui représente les pas vers lesquels je dois aller. Parce que c'est eux
qui, en les assumant, en les confrontant, en les affrontant, en travaillant dans ces obstacles, que je vais grandir. Finalement, ce qui dessine notre destin n'est pas ce que nous savons faire. Ce que nous savons faire ne dessine pas notre destin. Ça nous endort. Ça nous rend légumes, presque. Parce qu'on sait le faire. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus rentable, plus facile, tout ce que tu veux, mais il n'y a aucun avenir dans ça. Ça peut nous figer dans ce que nous sommes. Et finalement, d'avoir acquis cela peut paradoxalement nous faire régresser. Ça peut devenir lourd. La voie de la spécialisation n'est pas la voie de l'avenir. La spécialisation, c'est un outil, c'est tout. Et même si quelqu'un a une spécialisation, il faut vite conseiller de s'ouvrir à d'autres choses. Parce qu'on a affaire à une culture, une civilisation, une société de spécialistes. Et il n'y a aucune globalité. Parce que l'autre est spécialiste là et ignare là. Et ainsi de suite. Avec ça, on est les uns à côté des autres. Et ensuite, on crée une société où on en met les uns au-dessus des autres. Pas beaucoup en haut, un peu plus ici, beaucoup ici, énormément là. Hein, la société horizontale. Ce qui fait notre avenir, ce qui trace notre avenir, c'est ce que je dois conquérir. Et toutes les traditions nous présentent ça comme un combat. J'évoque la Bhagavad Gita par exemple, avec Arjuna, les Kauravas, les Pandavas. C'est quand même assez bien connu ça. Nous savons à l'intérieur de nous-mêmes cela. Il y a des choses bien et des choses qui le sont moins. Des choses à transmuter, des obscurités à mettre de la lumière, des choses à comprendre qui sont fondamentales, des éléments à mettre en pratique. Ça nous crée notre ligne de destinée. Ça crée notre destinée qui nous conduit vers le centre. Parce que c'est sûr que si c'est cela qui m'est difficile, à moi, comme je suis là, comprenez ? Donc ça vaut le coup de le faire. Nous, on appelle ça ici, à Nouvelle Acropole, philosophie à la manière classique. Parce que le classique est ce qui est essentiel. Le classique correspond à l'éclectique, c'est-à-dire au fait d'avoir une multiplicité de possibilités devant nous, d'apprendre, d'éprouver, d'intégrer, de réfléchir, de marcher, sans rien mettre au-dessus, si ce n'est que l'humanité, l'humain. On n'a pas besoin d'être des demi-dieux, là. Encore moins des dieux. On a besoin d'être humain. Un autre point qui se rapporte aussi à cette vertu, c'est donc celle de la conquête. Nous devons être des conquérants, d'une manière durable. Si vous rencontrez, et peut-être vous l'avez déjà fait, les textes qui sont les textes de spiritualité, patrimoine de l'humanité, à chaque fois, l'on nous enseigne que entrer dans le sentier de l'humain, globalement, de l'humain, pas de l'animal doté de raison, de l'humain profondément humain. Entrer dans le sentier, il ne faut surtout pas s'arrêter. Il faut marcher. Donc c'est continu. C'est une démarche durable. C'est pour ça que ça porte un nom, constamment. Quelle que soit la distance parcourue sur le sentier, quelle que soit l'élévation que l'on a pu gagner en montant ce sentier parce qu'il est ascendant, c'est un sentier d'intériorité, c'est un sentier d'ascension, c'est un sentier d'enracinement. C'est un peu le paradoxe. Il faut s'enraciner dans le vrai, il faut se développer intérieurement et il faut s'élever. Le nom, c'est initiation. Quel que soit le degré, quel que soit là où on se trouve sur ce sentier ascendant, c'est toujours initiation. Et initiation, c'est le mot qui correspond à un territoire, à un espace sur ce sentier de devenir spirituel, de devenir humain. Et le verbe, c'est initier, c'est s'initier, c'est initier, c'est-à-dire commencer. On est toujours en train de commencer. Alors quand on a cette idée dans la tête, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que tu ne t'arrêtes jamais. Tu n'as pas le grand piège d'un moment donné, pouf,
s'arrêter, parce que je suis arrivé, ou je pense que je suis arrivé. Non, exaltation, très mauvais. Exaltation, c'est la nervosité, c'est la maladie de la voie spirituelle. Tout ce qui existe autour de nous a sa pathologie. La voie spirituelle a comme pathologie l'exaltation. Je suis meilleur, je suis arrivé, on va se faire notre petit cercle, on est les élus, parce que nous on a compris l'ère du Verseau, etc., etc., c'est-à-dire se séparer de l'humanité. Non, c'est cette grande hérésie, comme nous enseigne la voie du silence, texte extraordinaire du bouddhisme tibétain, cette grande hérésie de se couper du reste, de se couper de ce qui nous entoure, de se couper de notre famille, qu'est la famille humaine. L'exaltation, qu'est la nervosité, du point de vue plus psychologique, et la pathologie de la voie spirituelle. Comme la pathologie d'une voie rationnelle, c'est la banalisation. Puisque la science va nous le dire, j'entends que la science ne l'a pas prouvé, on s'en fout. C'est-à-dire, ça n'existe pas, puisque la science ne l'a pas prouvé. Puisque la science ne peut pas nous porter la preuve de toutes ses vertus, de leurs valeurs et autres, ça n'existe pas. La science ne peut pas prouver l'existence de l'âme, ni non plus son absence. La science ne peut pas prouver l'existence de l'esprit, ni non plus son absence. La science est incapable de nous dire ce qu'est la conscience, mais ça, elle le cache. Alors nous sommes devenus des fidéistes, des dévots de la secte science. Parce qu'on n'y réfléchit pas. La science dicte le vrai et dicte le faux, tout en nous disant, ne vous inquiétez pas, parce que peut-être plus tard on trouvera quelque chose d'autre. Alors on suit la science est la nouvelle religion. Je ne parle pas des scientifiques qui sont en train de faire des recherches et autres, je parle du peuple. Le peuple a transposé sa religiosité de la religion à la science. Nous sommes dans une religion qu'est la science. C'est le grand doute qui se manifeste comme ça. Est-ce que la science l'a prouvé ? Avons-nous la preuve scientifique de ce qui est avancé ? Alors tout ce qui est anthropogénèse, cosmogénèse, évolution de l'humanité est réduit complètement à la science qui elle-même nous dit, attention, on ne peut connaître que dans le champ auquel on a un accès actuellement. Donc c'est la disparition et la mort du mystère. Et pour nous, ça veut dire quelque chose de très important, c'est le blocage de notre voie d'épanouissement, de notre destinée humaine. Il faut sortir, il faut faire une révolution tranquille. On a fait la révolution tranquille contre la religion, dans les aspects que l'on connaît par notre histoire québécoise. Il faut faire maintenant la révolution contre la science, contre la religion-science, pour récupérer notre humanité. Parce que l'humain n'est pas que raison. L'humain est raison et foi. FOI. L'humain est extériorité et intériorité. L'humain est corps, cœur et tête. L'humain est sentiment et raison. Il n'est pas que raison et corps physique et instrument biologique, comprenez ? C'est important. Donc, l'initiation, ça veut dire, on arrive à un plan, à un niveau, très bien, on l'assume. S'il y a quelque chose qui est à apprendre, j'ai quelque chose qui est à changer, on y va. C'est fait. Bon, c'est fait, mais c'est pas la fin de tout. Il y a autre chose qui est à faire. Alors, il faut commencer. Commence maintenant le palier suivant. Et puis, c'est fini. Très bien, c'est pas fini. Non. Commence le palier suivant. Oui, mais ça va durer jusqu'où, ça ? Une fois que tu seras rencontré toi-même. Mais comment je le saurai ? Tu le sauras. Tu le sauras. Quand on prend la voiture et qu'on va rouler vers Québec, comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé à Québec ? Avec la carte ? Un peu, mais surtout, on y est. Tous les témoignages du patrimoine spirituel nous disent la même chose. Il ne faut pas qu'on se soucie de ça. Il faut finalement ni se soucier de l'alpha, ni se soucier de l'oméga, mais se soucier de soi, dans cette ligne évolutive qui est la nôtre en tant qu'être humain. Alors donc ça signifie que quand on commence, c'est pas la fin. Et ça c'est très important aussi au niveau de l'identité. Lorsqu'on a identifié quelque chose, au plan mental, lorsque d'un coup, cette idée qu'on a rencontrée, ou peut-être que d'autres nous ont transmise, ou qu'on lit, cette fois, hop, il y a une lumière la lumière de la compréhension. Il
Il y a une identité entre nous et cette idée qui est véhiculée. Il y a un flash, il y a une illumination. J'ai compris. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est le début. C'est le début. Pour ça qu'il faut surtout le rattacher à l'initiation. Ça commence. Ça commence. Et lorsqu'il y a acquisition de quelque chose de la vertu, c'est le début. Parce qu'après, il faut la cultiver. Il faut la faire grandir. C'est une graine. C'est l'acquisition dans notre conscience d'une graine de sagesse, d'une graine de vertu, d'une graine de lumière. Il faut la soigner, la faire pousser. Permettre qu'elle puisse croître. Parce que ce qui doit être visé, c'est l'identification totale. Identification totale. Mais elle est au centre, elle est au sommet de la montagne. Nous sommes très exigeants dans la vie sensible. Lorsque l'on commande un plat au restaurant, on s'attend à quoi du point de vue du goût? À l'identification totale. Parce que si on nous présente une soupe de légumes et ça a le goût de la sardine, il va y avoir comme un problème. On ne va pas dire, bon, peut-être que je me trompe, soyons compatissants, ça ils feront mieux la prochaine fois, on va peut-être les aider, mais pas du tout, on va crier. Non? Ben, c'est pareil. Il faut qu'on arrive à l'identification totale. Il faut donc choisir à quoi on s'identifie. À quoi on s'identifie. Aujourd'hui, nous tous ici présents, et tous ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes identifiés à toute une série de choses. Mentalement, on s'identifie à quoi? Psychologiquement, on s'identifie à quoi? Sentimentalement, affectivement, émotionnellement, physiquement, corporellement, on s'identifie à quoi? Il est très important d'avoir une vision claire de ce à quoi on s'identifie. Première étape, la liste. Calme. Sans jugement personnel, sans condamnation, sans exaltation, sans banalisation. Faire sa liste. Et ensuite, deuxième étape, voir qu'est-ce que moi j'ai choisi. Parce qu'il y a beaucoup d'identifications qu'on n'a pas choisies. On les a choisies pour nous. On pense pour nous. On vit pour nous. Dans un certain nombre de choses. Ça, c'est ce qui est à éliminer. Et garder les identifications qui ont été les miennes. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être qu'il y en aura quelques-unes. Ah, c'est sur celle-là qu'il faut que je réfléchisse maintenant. D'où je viens. Où je vais. Vous comprenez? Ça, c'est une démarche qui est une démarche qu'on appelle la démarche disciplinaire. Sans ça, pas de générosité. Générosité va être du calcul. Ça va être générosité à géométrie variable. Je suis généreux quand ça me convient. Je suis généreux parce que ça vise l'atteinte d'un certain état qui me satisfait. C'est un commerce, etc. Pureté, pareil. Comprenez? L'identité est vraiment au sommet de ces quatre. Bien, ensuite. Une qualité qui est indispensable, une fois que justement ça commence, c'est l'attention. Vous savez, il y a ce fameux triptyque qui dit mémoire, attention, imagination. Parce que la mémoire est ce qui peut me relier d'où je viens. Mais une mémoire saine, une mémoire essentielle. L'imagination, c'est ce qui me relie vers où je vais, ou vers où je devrais aller. L'attention, c'est de bien comprendre quels sont les obstacles qui m'empêchent d'y aller. Parce que ces obstacles sont les meilleures choses qui puissent m'arriver. Dans la mesure où c'est la présence de ce qu'il faut que je fasse. C'est la présence de ce à quoi je dois réagir. C'est ma matière noire du point de vue de l'alchimie. Pour ça que l'alchimie symbolique n'a jamais désigné une matière quelle qu'elle soit. Sauf que matière noire. C'est ma matière noire, de laquelle surgira la lumière. La lumière résultante de ma propre action. Ça, c'est philosophie à la manière classique. Et comme nous, on se connecte à ça, on va dire philosophie acropolitaine. Parce qu'on se connecte en tant qu'école de philosophie à la manière classique à ce que je vous explique là. Comme à ce que j'ai expliqué ou présenté dans les conférences précédentes. L'attention, c'est ce qui me relie au présent. Mais avec mémoire et imagination. Donc je marche avec une certaine idée d'où je viens, une certaine idée essentielle, et une certaine idée où je vais. Et je n'ai pas de temps à perdre. Parce que la grâce de la vie n'est pas, disons, éternelle, celle-là, là, dans toutes les possibilités de notre personnalité.
Être attentif, ça veut dire être attentif à ce que j'ai devant, mais aussi ce que j'ai à côté, à droite, à gauche, derrière, en dessous et au-dessus. Et donc ça, c'est une pratique aussi, d'être attentif aux détails. De ne pas être dans une ligne sans que rien n'existe à droite et à gauche. Non, non, parce que tous les détails vont être significatifs. Vous savez, quand on dit quelque chose que c'est insignifiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas beaucoup signifiant. C'est insignifiant. Et dans notre langage, quelque chose qui est insignifiant, c'est quelque chose... Disons, on se débarrasse, c'est pas de problème. Rien n'est insignifiant. Rien. Tout est signifiant. Surtout lorsque on s'est engagé dans cette voie. Parce que tout prend une valeur qui est une valeur qui dit quelque chose sur la voie qui doit nous conduire ou qui conduit au cœur de ce que nous sommes. Bien. Je vais donc maintenant vous donner quelques interrogations et aussi une vision des premiers pas, des pas qui constituent ce sentier. Je suis où là? On cuit. Bien. Donc voilà ce que je vais donc... La question, une des questions qui est au cœur, disons, au cœur de cette impulsion initiale de la démarche, c'est à laquelle nous devrions tous répondre: qu'attend-on de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi dans cette vie? Le cadre de tout ça, le fond de tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes l'humanité. Nous construisons, nous favorisons le destin de l'humanité, qui est d'être humanité. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Pourquoi je suis là? Est-ce que ma vie se résume à la seule satisfaction de mes plaisirs personnels? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'ils sont exclus, hein. Absolument pas. On a une personnalité. Mais ontologiquement parlant, là, en tant qu'être, qu'est-ce que cette humanité attend de moi? Pas la peine de rêver les grandes choses, les grands événements et autres. Non, non. Tout simple, puisque je dois devenir, ou essayer de devenir, le changement que je rêve de voir dans le monde. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je sais faire en tant qu'être humain? Où sont mes forces d'humain? Elles sont où mes forces d'être humain? Ben, c'est elles qu'il faut que j'utilise. C'est elles qu'il faut que je fasse rayonner. C'est elles qui permettent de lier les individus entre eux et avec moi. Vous voyez, de l'intéressant, de la générosité comme la base, la première colonne de la générosité. La deuxième question qui survient, en admettant que déjà, celle-ci, on a quand même une certaine vision, et si on ne l'a pas, ben, dépêchons-nous de la voir. Parce qu'on n'est pas rien, on n'est pas inutile. Les anciens péruviens, même pas péruviens, les mochicas, et une culture avant l'Empire Inca, représentaient l'individu en disant chaque individu est une étoile dans le ciel. Bien avant la conquête, bien avant l'arrivée de l'Occident. Hein. On fait partie d'un patrimoine de spiritualité. Chaque individu est une étoile dans le ciel. Ça veut dire chaque individu est individu. On a tous quelque chose à produire, à faire partager. Nous sommes tous, de ce point de vue-là, une étoile qui rayonne. Et c'est elle qui doit rayonner. On sait le faire. Il faut qu'on utilise notre patrimoine d'être et qu'on participe à l'histoire, l'aventure de la destinée humaine. Quant au reste qui nous est difficile, on ne va pas le faire partager, on va travailler pour le transmuter, le transformer, le transmuter. Donc la deuxième question, c'est est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je le fais? Si j'arrive à répondre à la question quelque part, qu'est-ce qu'on attend de moi? La deuxième question, c'est est-ce que je le fais? Parce que peut-être que je peux savoir qu'est-ce que je pourrais faire, mais je ne le fais pas. Je peux me satisfaire de le savoir. Bon, je savais que j'avais quelque chose à faire, mais je ne le fais pas. Alors il peut y avoir des obstacles, mais oui, mais je ne peux pas le faire seul, il faut que je trouve les moyens, il faut que je trouve les gens, etc. Oui, mais justement, allons-y. C'est ça l'aventure de l'humanité. Parce qu'à cette question-là vient aussi l'autre facette, à la première et la deuxième.
Mais qu'est-ce que la société contemporaine attend de moi? Qu'est-ce que les gouvernants attendent de moi? Qu'est-ce que ceux qui guident et qui dirigent notre existence attendent de nous? Est-ce que c'est qu'on sorte de la caverne, la caverne de Platon, ou est-ce qu'au contraire, c'est qu'on s'y installe bien et que les chaînes qui nous y relient nous soient agréables? Goût de fraise, et celles-ci, j'aurais bien aimé les avoir goût de banane. Bon, tiens, on va donner le goût de banane. La complaisance dans une situation, qui est une situation de quoi? De mortel, d'une vie qui se résume à quoi? C'est ça qu'on attend de nous. En tout cas, il faut regarder qu'est-ce qu'on attend de nous. Et puis, est-ce qu'on le fait? Oui, on le fait. Nous sommes des disciples de ligne de la modernité. On le fait. Alors, par exemple, nous sommes tous en guerre. Nous avons exporté, pour des raisons que l'on ignore, le combat et la guerre dans d'autres pays où il y a des familles qui meurent, où il y a des pays qui sont détruits. On utilise les armes, on a des alliés très forts aussi. On a des discussions avec l'Europe, avec les États-Unis pour faire une coalition, pour aller vaincre le dragon, etc., etc. Et nous, on est très bien tranquille. Et on le fait. Non, écoutez. Chut. Vacances. La petite vie à la télévision. Endormons-nous. Votez pour nous, vous inquiétez pas, c'est pour la démocratie. Et après, paf, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire la guerre. De donner nos ordures dans d'autres pays, parce que ça rend malade tout le monde, et ça va bien. On attend ça de nous. On attend qu'on soit des individus serviles d'une société comme elle nous est présentée, comme elle nous est imposée. Ou est-ce que nous voulons être des révolutionnaires et des réactionnaires? La véritable révolution et réaction, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ce qu'on a besoin, c'est d'une transformation de la conscience humaine envers lui-même. Et c'est ça qui vaut le coup. Et s'il faut passer par des formations philosophiques, c'est-à-dire des formations humaines, allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Donc, de toute manière, c'est pour dire que, à cette question, qu'attend-on de moi et est-ce que je le fais, il y a deux facettes. Maintenant, du point de vue de l'humanité, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, est-ce que je vais le faire? Ou peut-être que déjà ça se passe et qu'on le fait. Parce que là, avec le peu de temps que l'on a, on est quand même à l'emporte-pièce. On n'est pas en train non plus d'avoir la subtilité qui serait peut-être nécessaire pour dire qu'on n'est pas tous non plus, et chacun dans une situation de servitude totale. Justement, c'est pour ça que l'on peut faire des écoles de philosophie à la manière classique. Alors les pas que je vais vous donner maintenant, et après je vais vous présenter quelques diapositives. Les trois pas qui conduisent vers le centre, et ce n'est pas moi qui les invente, ça fait partie du patrimoine spirituel de l'humain, auquel on peut accéder par études comparatives. Non? Le premier pas, c'est l'éveil. Vous allez voir que ça se comprend quand même assez bien. Pour qu'il y ait un changement, quel qu'il soit, il faut s'éveiller. S'éveiller au changement. Là, nous sommes dans une période qui s'intensifie dans notre société avec le leitmotiv du changement. Je fais référence aux prochaines élections, où là, le mot changement vient de renaître de sa crotte. Changement. Je suis le changement. Changement. Non, l'éveil d'abord. L'éveil à la voix. Ça qui, premièrement, c'est l'éveil à la voix. Il y a toutes les activités que nous faisons, nous, en tant qu'école de philosophie, à la manière classique, dans 60 pays dans le monde. Toutes les activités que l'on fait, culturelles, etc., ont cet objet, l'éveil. Favoriser l'éveil. Peu importe, vous êtes un grand éveil, là. Éveil, ou réveil. Mais c'est pareil, non? Deuxième pas, transformation. Étant donné que de toute façon, la voie humaine passe par la transformation, la nôtre, il faut qu'on se transforme. Il faut qu'on se transforme en quelque chose de mieux, de plus humain. Ça, c'est le deuxième pas. Troisième pas, transmutation. Éveil, transformation, transmutation. L'éveil a lui-même trois pas. Ce sont les pas, là, sur le chemin.
Même si ces pas-là se répètent de niveau en niveau, d'une certaine façon. Premier pas, curiosité. Le premier pas de l'éveil, c'est de la curiosité. Alors peut-être que certains n'en ont pas besoin, c'est qu'ils l'ont déjà eu avant. Mais d'abord, il y a la curiosité. Ensuite, l'attraction. Parce que j'étais curieux et autres, mais je ne suis absolument pas attiré. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tires, justement. Tu n'es pas attiré, tu te tires. Être attiré, c'est se tirer soi-même vers, non? C'est l'attraction, le deuxième pas. Voilà, très bon, il y a un progrès, tu progresses. C'est-à-dire que sur ce chemin qui conduit à soi-même, il faut être curieux de soi-même. Effectivement, qui suis-je, moi? D'où je viens? Et quels sont les éléments que j'ai pu acquérir là? Quels sont les éléments profondément humains que j'ai en moi, incorporés, je le sais, etc., etc. Attraction. Troisième pas, intérêt. Vous voyez, on est dans le mental. La curiosité, c'est le premier monde. L'attraction, c'est le deuxième monde, c'est l'âme. Et puis l'intérêt, c'est l'esprit. C'est le mental. Quand il y a un intérêt, là, on n'est plus en train de parler d'attraction sentimentale ou affective. On est en train de parler du mental. C'est-à-dire que là, il y a identification. Il y a, l'étincelle de l'identification. Waouh, ça, il y a quelque chose là, de profond, de réel, de lumineux. Et avec ça, on a le premier qui est l'éveil. Après, on passe au deuxième qui est la transformation. Alors, comment ça se passe, la transformation? Transformation a 3 pas aussi. L'instruction. Il faut se transformer, pas n'importe comment. Il faut que tu reçoives des instructions. Mais pas, évidemment, en aveugle, non? Parce que sinon, tout ce qui est avant ne marche pas. Il y a eu curiosité, attraction, intérêt. L'intérêt, c'est peut-être d'avoir le mental qui est éteint. Non? Donc il faut avoir des instructions. Instruction, c'est ce que c'est ça. Instructeur, instruction, c'est disciple. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que je suive. Avec discipline. Ah non, c'est pour ça qu'on dit disciple. Vous voyez que c'est simple et logique les termes qui sont employés. Il faut l'instruction. Après l'instruction, c'est la formation. Je reçois, et il faut que je me forme. C'est-à-dire qu'il faut que j'applique. Il faut que je mette en pratique. La véritable pratique, c'est la mise en pratique. C'est l'application. C'est pour ça qu'il faut faire des fois des confusions entre des techniques, qui sont des techniques qui sont utiles, mais ce n'est pas la mise en pratique. La mise en pratique, c'est la mise en pratique d'éléments mentaux, de consignes, de directives. Et le troisième pas de la transformation, c'est l'intégration. Instruction, formation, intégration. Si je l'intègre, même si ce n'est pas forcément à 100%, 20%, très bien, parce que manière, c'est continu. Après-demain, ça sera 21%. L'intégration, c'est-à-dire je le fais mien. C'est devenu à moi. La vertu, je suis en elle à 12%, et elle est en moi à 12%. Donc il y a une identification, il y a une identité, il y a une relation identitaire entre le sujet et l'objet, et l'objet et le sujet. Tac. Le troisième pas, c'est la transmutation. Et ça, la transmutation, j'en dirai rien aujourd'hui, puisque ça fait partie des 3 vertus que nous allons voir après, qui sont les vertus qui forment le toit du temple avec ces 4 colonnes, qui sont les vertus que nous venons de voir jusqu'à présent. Transmutation. Transmutation, ça veut dire changement du degré d'être. Et pour qu'on change de degré d'être, il faut qu'on ait assumé la transformation. À ce moment-là, pop, il y a dans l'échelle un degré d'être qui est au-dessus, qui se présente à nous. Bon. Je vais vous faire voir, je n'ai pas beaucoup de diapositives. Mais c'est pour illustrer un petit peu graphiquement la chose. Est-ce que tu vois? Bon, ça, synonyme d'identité. Pour faire voir, c'est pas moi qui les ai écrits. Je les ai trouvés sur l'internet, dictionnaire, etc., les synonymes et tout. Pour faire voir que la notion d'identité, qui peut paraître si évidente, je sais qui je suis, je ne vais pas commencer à en faire un plat, là.
je suis arrivé. Regardez le pouvoir qu'il y a entre tous les synonymes de cette notion d'identité. Regardez par exemple ici. Bon, il y a papier. Les papiers d'identité. Liberté. C'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas le pays? On a un problème d'identité. Un gros problème d'identité. Dommage. La définition. Et toutes les définitions qu'il y a, on va s'intéresser à ce numéro, la troisième. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe. Permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. C'est-à-dire sa réalité propre. Le fait que nous sommes fondamentalement cela. Et en logique et philosophie, caractéristique de deux ou de plusieurs objets de pensée, qui, tout en étant distincts par le mode de désignation, par une détermination spatio-temporelle quelconque, présentent exactement les mêmes propriétés. Vous voyez, c'est-à-dire par exemple cette relation identitaire entre le petit pourcentage de la vertu X et moi. Exemple. Oui. Et voilà. La quête du centre. Un des symboles universels de la quête du centre et de la conquête du centre, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, ça veut dire le palais de Labère. Le Labère, c'est la hache à double tranchant, qui est le symbole, vous savez, de Thésée, qui part au cœur de lui-même pour aller rencontrer lui-même, comme étant le Minotaure, et puis ressortir avec le fil d'Ariane, qui est le fil de la conscience. Et d'ailleurs, à Chartres, ici, au centre, il y a la représentation de Thésée et du Minotaure. Mais ce que je veux simplement vous dire ici, c'est que c'est exactement le chemin qui conduit vers le centre, le labyrinthe. Oui, on va le voir comme un dessin. Et un labyrinthe n'est pas un dédale. Vous connaissez la différence entre le dédale et le labyrinthe? Le labyrinthe, on ne se perd jamais. C'est-à-dire que si on rentre ici et qu'on suit le chemin, inévitablement, on va arriver à sortir. On ne se perd jamais dans un dédale. Le dédale en anglais, c'est maze. Encore dit, it's a maze. Hein? C'est-à-dire que c'est dans la... Mais par contre, ce que vous pouvez regarder, et vous connaissez certainement cela, c'est que le chemin qui conduit au centre passe par 4. Ce sont nos 4 colonnes. Ce sont nos 4 colonnes de vertu. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que ça vient là, ça va là, ça revient ici, ça va ici, ça revient là. C'est un mouvement qui est un mouvement de va et de vient, hein, à l'intérieur de ces 3 colonnes, c'est-à-dire qu'on est entre les 4 colonnes, en train de les bâtir, mais pas j'en bâtis une, et puis on fera la deuxième plus tard. Non, c'est simultané d'une manière dynamique. Oui. Et ce même labyrinthe est représenté dans sa résolution au travers de tous les principes et autres qui le constituent, notamment Notre-Dame de Paris. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir l'ensemble des vertus. Les vertus et les défauts, c'est-à-dire leur absence. Hein, comme constitutif de la grande rosace, avec à l'intérieur le point d'arrivée. Oui. Ah, voilà, un peu plus gros. Mais là, c'est la lumière. On ne va pas faire le symbolisme spirituel de ces édifices extraordinaires. On a d'autres activités pour ça. Oui. Et là, j'ai fini avec celle-là. Parce que j'ai trouvé qu'elle était bien représentative de ce que nous sommes en train de faire dans les loges des vertus. C'est-à-dire, le labyrinthe, il est là. Vous voyez, ça, c'est le labyrinthe. Vous voyez tout son dessin, parce qu'il est sur le sol, là. On ne va pas parler de son histoire, mais en tout cas. Et puis, il y a les chaises. Ah là, c'est nous asseyons sur le labyrinthe. Notre modernité s'assoit sur le labyrinthe. Elle s'assoit sur le chemin, qui est le chemin qui conduit au cœur de nous-mêmes. Il faudrait enlever les chaises et puis réapprendre à parcourir les chemins qui conduisent à notre intériorité. C'est comme ça que nous réussirons véritablement une humanité. Mais aussi, quant à notre activité à nous, il faut aussi penser que les chaises, là, vous voyez, là, ça représente les quatre vertus. Générosité, pureté, mystique et identité. On est bien assis, on les a bien, enlevons les chaises et dynamisons le passage. Et ce qui va dynamiser le passage, ce qui va dynamiser tout cela, parce que c'est bien établi, parce qu'on a bien
construit ces 4 colonnes, où on est en train de les construire avec intelligence et avec équilibre, on va pouvoir mettre par-dessus les 3 autres vertus, qui sont celles de l'esprit. Investigation, dévotion, service. Ça sera pour les prochaines rencontres. Alors voilà, vous étiez très stoïcien, vous avez tenu le coup dans la... Je pense qu'on fait dans le sous-sol. Hein. Imaginez que vous étiez dessus, ça serait très très chaud. Hein. Merci de votre présence. Merci. Et de votre patience. Merci. Et bonne fin de journée. Les définitions à la fin, et c'était quand même quelque chose de relativement neutre. Il n'y avait aucun penchant vers quelque chose de positif ou de négatif. Donc est-ce qu'on peut dire que l'identité est véritablement une vertu? Je vous laisser répondre à la question vous-même. C'est pas moi qui vais répondre à cette question. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai présenté quelque chose, et puis voilà, je vous le livre. Comme j'expliquais aussi à ceux qui sont là déjà depuis une ou 2 autres conférences, cette activité-là est spécifique en ce sens que je ne prends pas les questions. Parce que ce que je vais donner comme réponse va détourner de ce que nous venons de voir. Par contre, on a d'autres activités dans lesquelles c'est le dialogue, c'est l'échange, comme les cours de philosophie d'Orient et d'Occident. Là, bla 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 bla, il n'y a pas de problème. Désolé. C'est ça, c'est justement pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Parce que c'est à vous de le faire. Justement en accord avec ce que j'ai expliqué. À vous de le faire. Chacun doit arriver à sa détermination. Peu importe ce que moi je vais vous dire, bullshit. Parce que j'ai présenté quelque chose qui n'est pas ma doctrine. À vous maintenant de le recevoir et d'en faire votre propre sujet, objet de méditation et de réflexion. Et d'arriver à la fin. Non, pour moi, une vertu... enfin, là, l'identité, c'est aléatoire, c'est relatif, pas une vertu. Ou, non, pour moi, talada. Ce qui est certain, c'est que la quête de l'être est fondamentale. Et que l'être en soi, ce que nous sommes en nous-mêmes, notre identité profonde, elle est fondamentale. Le reste, les synonymes qui sont les synonymes modernes, effectivement, non seulement ils sont neutres, mais ils sont contradictoires. Parce que, par exemple, l'identité et le séparatisme, mais bref, chacun voit ça. Chacun voit ça dans sa propre démarche. Nous sommes une école, nous ne sommes pas une école idéologique, nous sommes une école de pensée. Et un des éléments des écoles de philosophie à la manière classique, c'est précisément réapprendre à penser. Ce qui ne veut pas dire tuer les questions. Mais il y a des moments où on ne pose pas les questions. Non, disons, dans notre vie, que notre vie sensorielle, il n'y a pas des moments où on commence à poser des questions. On vit la chose, non ? À tout niveau que ce soit, si on est en train de manger un magnifique plat très bon, cuisiné par le grand cook et autres, et qui est vraiment très bon, et si l'autre commence à nous parler de, je sais pas, de comment est-ce qu'il cultive les carottes dans son arrière-cour, non, attends, dégustons, pour bien prendre le goût, pour le mentaliser, pour mettre la conscience dedans. Voilà. Après, oui, on va parler. J'ai fini de déguster. Bon, allez. Bonne continuation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette deuxième partie sur la vertu de l'identité. Restez en contact avec nous via notre site web à montréal.acropole.ca. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel via notre site PayPal à montréal.acropole.ca/PayPal.